Cette mini-conférence, la dernière là, de cette matinée, elle a pour objectif de parler d'argumentation, comment argumenter dans un entretien d'embauche. Donc on va passer 45 minutes là ensemble avec nos intervenants donc, qui sont le réseau des réussites avec Marie-Laure Couder. On a aussi EG avec Anne Houmeau et puis ACT, Philippe Gerlach et Pascal Réglet qui vont intervenir. Est-ce que je peux vous demander à chacun de présenter rapidement vos structures avant qu'on commence sur le thème de J'argumente. Marie-Laure, je vous passe la parole. D'accord, merci. Bonjour à tous. Moi, je représente le Réseau des réussites, qui est une association qui accompagne les personnes en situation de handicap sur la région bordelaise, mais pas que, puisque c'est une association de l'ADAPT. Et donc, c'est une association qui aussi est nationale. Donc, nous, évidemment, on a une trentaine et sur la région bordelaise. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait plusieurs choses. Donc, on fait du parrainage, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un coach, quelqu'un qui vient booster une personne qui recherche un emploi, qui vient le motiver régulièrement. Et puis, on ne fait pas que ça, puisqu'on organise aussi des ateliers sur notamment, bien sûr, comment parler de sa situation de handicap dans un entretien de recrutement et d'autres thématiques qui vont se développer autour beaucoup de la confiance en soi, parce que souvent tout ce qui est CV, lettre de motivation, c'est vu avec le parrain, mais on a vraiment envie de donner un axe aussi autour de l'estime de soi, qui est un sujet très important quand on est en recherche d'emploi et voilà, où les personnes se questionnent énormément. Donc on souhaite également leur donner ce petit coup de pouce, et puis notamment voilà, avec cette RQTH, qu'est-ce que je fais de ma RQTH? J'en parle à quel moment? Voilà, c'est toutes ces questions-là auxquelles on répond. Et pour se présenter un petit peu plus aujourd'hui, sur l'accompagnement, on est une dizaine de bénévoles. Il faut savoir que sur le réseau des réussites, on va également dans les écoles faire des sensibilisations. Donc il y a cette partie-là, donc il y a des personnes qui sont plus dédiées à la sensibilisation, mais tout ce qui concerne le niveau emploi, on est une dizaine de bénévoles actifs qui sommes présents pour accompagner nos filleuls. Merci. Je passe la parole peut-être à Anne Houmeau pour EG. Bonjour. Alors, EG, c'est une association de bénévoles. La condition pour y entrer, c'est d'être retraité. Alors, nous accompagnons les demandeurs d'emploi, tous les demandeurs d'emploi, donc en organisant des parrainages. Donc, nous parrainons les demandeurs d'emploi en binôme. Et notre spécialité, si je puis dire, c'est vraiment la lettre de motivation, le CV et la simulation d'entretien d'embauche. Nous réalisons ces accompagnements de façon individuelle, c'est vraiment du sur-mesure, mais nous organisons également des ateliers collectifs. Et lors de ces ateliers collectifs, nous travaillons beaucoup sur le pitch, qui est la façon de se présenter en 3 minutes. Et voilà, nos partenaires sont très souvent Pôle emploi. Beaucoup de nos demandeurs d'emploi nous sont envoyés par Pôle emploi, mais également les plis, les missions locales et des fois en candidature spontanée. Merci. Voilà. Est-ce que ACT, un de vous peut présenter ACT? Oui, je vais commencer. Donc, ACT, c'est une association qui a 33 ans d'existence, qui est composée de bénévoles, alors soit des retraités, soit des gens qui sont encore actifs, et des personnes qui ont exercé des responsabilités de management et qui ont été impliquées dans des opérations de formation et de recrutement. Donc, nous, on se veut connaître les attentes des employeurs puisque nous l'avons été. Notre mission, c'est de préparer aux entretiens de recrutement, à la rédaction de CV, à la rédaction de lettres de motivation, au profit
de jeunes qui découvrent l'emploi au profit de demandeurs d'emploi et avec une emphase particulière aux personnes qui ont des difficultés pour s'insérer professionnellement. Alors, on fait ce travail en partenariat avec 40 organismes girondins qui vont des missions locales, des lycées professionnels, des écoles d'ingénieurs, enfin toutes sortes de partenaires qui font appel à nos services pour quelque part redonner confiance à ceux que nous rencontrons et bien les aider à mettre en avant leurs points forts, leurs valeurs pour mieux pouvoir, entre guillemets, se vendre auprès des entreprises. Merci pour cette présentation. Donc depuis ce matin, on a pu aborder tout l'aspect recherche d'emploi, utilisation d'outils, travail sur l'image, travail sur les réseaux. Là, ce qui serait intéressant, c'est de rentrer un peu dans le vif du sujet et dans la rencontre, dans le déroulement d'un entretien. C'est-à-dire que voilà, c'est l'objectif quand on postule, c'est voilà, de décrocher un entretien. La première question, ça serait de savoir quels sont vos conseils pour préparer cet entretien d'embauche, quels sont les outils et quels sont les conseils que vous pourriez donner aux candidats. Venir nous voir. En fait, c'est ce que j'ai. Alors, j'allais pas dire ça comme ça, mais le premier conseil, c'est effectivement se préparer et ne pas rester tout seul et se faire aider. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut voir à travers ce forum, c'est que des associations, il en existe des dizaines et des dizaines, et de ne pas rester tout seul dans son coin en se disant oui, mince, je vais avoir un entretien, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, mais se faire aider. Voilà, se faire accompagner, c'est essentiel. Et puis, alors au-delà de la préparation et de l'aide, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme petit conseil, puisque c'est ce que vous attendez, j'imagine. La grande question, la question essentielle qu'on vous posera quand on va vous accompagner, c'est qu'est-ce qui va faire qu'un recruteur va vous recruter vous plutôt que le candidat qu'il a vu avant et que le candidat qui verra après. Ça, c'est vraiment le sujet sur lequel moi je fais travailler les personnes que j'accompagne, que ce soit d'ailleurs en situation de handicap ou pas, hein, mais qu'ils aient bien conscience de ça. Et alors au-delà de ça, on va me dire oui, je suis sérieux, je suis motivée, j'ai envie de travailler, bah, très bien, très très bien. Mais on va aller encore plus loin. Et là, c'est là où nous, c'est intéressant de le faire avec quelqu'un parce qu'on va aller creuser pourquoi, oui, et comment vous pouvez démontrer aujourd'hui que vous êtes quelqu'un de sérieux, autonome, et on va aller chercher dans vos expériences et on va les creuser petit à petit pour vraiment que vous puissiez développer un argumentaire qui vous ressemble. Alors, je rajouterais quelque chose, parce que Marie-Laure vient de dire quelque chose d'essentiel, c'est aussi un des fers de lance d'ACT, c'est la préparation. Comme dans tout domaine, on peut prendre le domaine sportif, on peut prendre le domaine professionnel, on peut prendre le domaine musical. Tous les domaines, les gens se préparent pour être performants. Et donc, cette préparation, peut-être pour aller un tout petit peu plus loin, c'est comment vous préparer, bien sûr en venant nous voir, ça c'est vrai, mais en réfléchissant aux deux aspects que sont qu'est-ce qu'attend le recruteur de moi, quelles sont les questions qui pourraient être amenées à me poser pour mieux me connaître, et quelles sont les questions et les réponses auxquelles que je dois lui apporter pour effectivement emporter la décision par rapport à d'autres candidats. Bon, quand vous êtes seul à postuler, ce n'est pas pour autant que vous aurez le poste. Quand vous êtes 10, c'est encore plus compliqué parce que moi, je ne recrute qu'une seule personne, mais il y en a 9 qui malheureusement vont être plus malheureux, forcément. Donc, cette phase de préparation est importante. Surtout, donc, un conseil, c'est, d'ailleurs, nous avons un document, nous, que nous remettons qui est très bien fait à ce sujet, c'est qu'est-ce qu'attend le recruteur de moi et comment et quelles actions je peux envisager pour correspondre et qu'on matche un petit peu tous les deux. Voilà. Et avant de
se préparer à l'entretien aussi, le point essentiel, c'est ce qui se passe avant, c'est se documenter sur le poste que l'on vise. Hein, soit bien analyser si c'est une réponse à une offre, bien lire cette offre, voir tout ce qui est demandé, ou alors si on fait une offre spontanée, bien consulter le site internet de l'entreprise, parce que aussi bien une offre qu'un site, c'est le fruit du travail de plusieurs personnes dans une entreprise, et les mots qui sont choisis dedans, les valeurs qui sont listées, les qualités recherchées, elles ne sont pas tombées du ciel comme ça. C'est le fruit de leurs expériences, et donc c'est de bien se préparer, de bien identifier tout ce qui est demandé, et puis de voir dans quelle mesure je réponds à tout ou partie de ces attentes. Déjà ça, bien identifier ça. Autrement, et après, quand on se prépare à l'entretien, c'est de voir et de bien souligner les points qui sont attendus, ce que j'ai, ce que je peux dire, maîtriser, et les qualités que j'ai et qui sont attendues. C'est pas forcé de répondre oui à toutes les cases, mais c'est important de bien identifier les cases où on répond oui. Tout à l'heure, il y avait une personne, un participant qui demandait est-ce qu'il fallait répondre aux offres pour lesquelles on ne coche pas toutes ces cases, justement. Qu'en pensez-vous? Bien sûr. Non, Alors, je pense que oui aussi, oui. Il faut faire attention à une chose aujourd'hui, c'est que certains recrutements se font à l'aide de robots qui repèrent les mots-clés. Donc, moi, je conseille toujours aux candidats de reprendre dans leur lettre de motivation les termes exacts de l'annonce qui est proposée. En reprenant ces termes exacts, le robot va les identifier et vous pourrez passer le premier cap, qui est bien sûr la lecture de la lettre de motivation. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que vient de dire Philippe, à savoir que c'est essentiel de savoir ce que l'entreprise attend de la personne qu'elle va recruter, et il faut connaître parfaitement le milieu de cette entreprise, son marché, ses valeurs, etc. Mais lors d'un entretien, ce qui est fondamental également et qui rejoint, à mon avis, l'estime de soi, c'est le savoir-être. C'est la présentation, l'apparence et la gestuelle. C'est fondamental. Donc, quand on vient faire des simulations d'entretien, s'entraîner, nous sommes chez EG très vigilants sur cet aspect-là de la chose, parce qu'on sait aujourd'hui que beaucoup de recrutements sont basés sur le savoir-être également. Donc, il faut savoir travailler ça aussi avant l'entretien. On en a parlé tout à l'heure, effectivement, vous faites bien de le souligner, on en a parlé dans le cadre de la conférence sur l'image, d'anticiper aussi ces aspects-là, quelle image je renvoie en termes vestimentaires, mais aussi en termes de langage non verbal. Donc, on a échangé des astuces pour anticiper cet aspect-là des choses. Du coup, si je peux rajouter quelque chose? Oui, allez-y. S'il vous plaît, par rapport à, en plus, ce que Anne vient de dire, on est tout à fait en phase. Et en particulier, il faut faire attention à ne pas tomber, entre guillemets, dans le piège d'une annonce où on vous demande, au poste de l'expérience. Ça ne veut rien dire. Parce que c'est aussi un mot-clé qui donne la possibilité, effectivement, d'évincer potentiellement des gens qui n'en auraient pas. Mais si vous n'arrivez pas à acquérir de l'expérience, vous n'en aurez jamais. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège. Moi, il y a un truc que je voudrais rajouter, c'est la majorité des recrutements se font sur la personnalité du candidat, ne se font pas sur son expérience et ne se font pas sur ses compétences uniquement techniques. Et ça, c'est véritablement important. La personnalité, c'est donc le savoir-être.
c'est votre comportement, c'est votre posture, c'est la manière de vous exprimer, la manière de convaincre. Donc, vous pouvez répondre à toutes les annonces. J'ai vu passer un chat où quelqu'un disait les recruteurs cherchent le mouton à 5 pattes. Le mouton à 5 pattes, il n'existe pas, nulle part. J'en ai encore pas vu, même pas dans les belles prairies basques ou autres. Bien sûr, vous avez toutes et tous votre chance. Il faut la saisir. Mais pour ça, il faut se préparer. Encore une fois, je pense qu'on va se répéter, mais c'est s'entraîner. Voilà. Merci. Du coup, je rebondis sur un peu le cœur du sujet, c'est-à-dire quand on est en entretien, comment est-ce qu'on parle des trous dans le CV, de l'âge, de la question du handicap, vous en avez parlé tout à l'heure, Marie-Laure. Comment est-ce que ces questions-là, qui sont peut-être les plus difficiles pour les candidats à préparer, comment est-ce qu'on peut les aborder? Alors, c'est pareil, ça se prépare. Donc, moi, pour la petite information, quand même, j'ai été 15 ans de ma vie recruteuse. On peut dire recruteuse. Donc, j'ai passé 15 ans de ma vie à tous les jours rencontrer des candidats, analyser. Donc, je confirme exactement tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on peut écrire une annonce en recherchant le mouton à 5 pattes. Mais c'est surtout parce que le recruteur, il va se dire qu'il va aller demander le plus pour peut-être avoir un petit peu moins. Mais il va pas forcément, il le sait, on le sait à la base qu'on va pas le trouver le mouton. Ou alors que nos directeurs qui nous le demandent, on ne le trouvera pas. Par contre, effectivement, le savoir-être, encore une fois, est essentiel. Donc, comment je parle de mon handicap, de mon âge encore, ou de tous ces trous? Qu'est-ce que j'en pense, moi, de mon handicap? Qu'est-ce que j'en pense de mon âge? De ces trous? Si je ne suis pas du tout à l'aise avec le sujet, le recruteur, il va le sentir. Le recruteur, il va aller pointer du doigt le fait que pendant 3 ans, je n'ai pas travaillé ou que je suis un senior. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de faire passer là comme message, c'est d'éviter de cacher les choses. Voilà. Donc ça se travaille un petit peu en disant, ok, certes, j'ai 55 ans, j'ai 53 ans. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai tout autant de qualités et d'autres qualités, et il y a d'autres raisons pour lesquelles le recruteur va me choisir. Et le handicap, c'est pareil. C'est ce que l'on fait travailler, donc les personnes que l'on accompagne, c'est de dire, soyez complètement au clair avec votre handicap. C'est quoi? Quelles sont les compensations dont vous avez besoin? Quel discours vous allez donner au recruteur? Et c'est un discours qui se veut être rassurant et clair. Il ne s'agit pas d'aller raconter tout ce qui s'est passé dans son environnement social et médical et tout. Non, on ne va pas sortir le dossier médical pour parler de son handicap. Par contre, voilà, de quoi ai-je besoin? J'ai besoin d'un siège ergonomique, j'ai besoin d'avoir un temps de travail adapté. Être très clair avec ça pour que le recruteur il sache. Si vous arrivez en balançant entre guillemets un problème en disant oui bon ben voilà j'ai une situation de handicap et ah mince qu'est-ce qu'il va falloir faire? Le recruteur il n'a pas envie de ça. Donc il faut être complètement en phase avec qu'est-ce que je dois demander par rapport à ma situation et aussi s'entraîner sur pas trop en dire mais en dire quand même un minimum et pouvoir avoir un échange qui soit clair et compréhensible surtout sur le recruteur. Alors, je rebondis sur les propos de Marie-Laure. En fait, il ne doit pas y avoir de trou dans le CV. On doit justifier toutes les périodes parce que de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Le recruteur le repérera tout de suite, le trou, et il va s'y engouffrer. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ce manque dans le CV, lui, il verra tout de suite le problème. Il le sentira même. Et c'est pourquoi il faut toujours justifier ces périodes d'inactivité. Alors, ce sont des périodes en fait où il n'y a pas d'emploi, mais ce ne sont pas des périodes inactives. Par exemple, on peut mettre qu'on a pris du temps pour élever ses enfants. On a pu partir en voyage pendant très longtemps. On a pu avoir un accident et être hospitalisé et cela a généré un temps d'inemploi. On peut avoir voulu donner du sens à sa vie et s'engager pour une cause humanitaire. Il y a plein de façons de remplir ces périodes, alors sans trop s'éloigner de la vérité aussi, hein, parce qu'on n'est pas là pour mentir. On est là pour être authentique, naturel et confiant. Et cette confiance qu'on a dans son parcours de vie, le recruteur le sentira tout de suite.
et il n'y verra pas d'objection. Aujourd'hui, en France, personne ne peut prétendre avoir une carrière régulière et parfaite. Donc, on peut même écrire qu'on a été au chômage. Je veux dire, qui aujourd'hui pourrait avoir un regard négatif sur le chômage? On est tous au même point face à ça. Et puis, on peut avoir des accidents dans le parcours de vie. Je vais juste rajouter quelque chose parce que je trouve ça très pertinent ce que vous dites, Anne, et c'est tout à fait juste. Et on a tous quelque chose, ne serait-ce que parfois le fait d'être une femme, d'avoir 3 enfants, ça peut être considéré comme un handicap. Le fait d'être trop jeune, c'est aussi un problème. Le fait d'être trop vieux, le fait d'avoir un trou. Donc tout le monde a sa petite casserole, mais ça s'explique et surtout être à l'aise avec. Oui, Voilà. et alors moi ce que je rajouterais en plus, c'est que souvent dans un entretien, on commence par une présentation personnelle. Dès la présentation personnelle, il faut indiquer qu'il y a eu un trou, ce qu'on a fait, comme l'a expliqué Anne, parce qu'un trou ne veut pas dire pas d'activité, hein, ça ne veut pas dire qu'on dormait 24 heures sur 24. On avait d'autres contraintes, des choses qui nous ont empêchés de faire ce que l'on voulait faire. Mais donc, il faut tout de suite les aborder dès la présentation personnelle, dire ce que l'on a tiré de cette période aussi, qu'on a appris, par exemple, que là on a eu un échec, et voilà, je m'y dire ce qu'on en a appris et que l'on va essayer de ne pas reproduire. Donc, effectivement, il faut tout de suite mettre ça sur la table de façon à ce que, quelque part, ne plus aborder le sujet par la suite de l'entretien. Ça y est, c'est indiqué, c'est identifié, on l'a fait, bon, c'est fini. Le cas du handicap est un petit peu différent dans le sens où, à mon sens, faut le dire, mais les modalités des besoins que l'on peut avoir pour pouvoir travailler, pour ça peut faire l'objet après d'un paragraphe spécifique de l'entretien pour expliquer clairement de ce qu'on a besoin et ce qu'on a fait et ce qui peut ce qui peut nous limiter parfois dans l'emploi. Ce sur quoi vous insistez, et je pense que c'est important de le reprendre, c'est cette nécessité plutôt d'aborder soi-même les difficultés qu'on a rencontrées ou les trous dans le CV ou les aspects qui pourraient, plutôt que d'être pris au dépourvu par le recruteur. Il vaut mieux soi-même dans sa présentation, et vous l'avez bien dit Marie-Laure, le fait d'accepter en fait que son parcours il a des défauts ou il n'est pas linéaire, etc. Plutôt de travailler la présentation qu'on peut faire, plutôt que d'être pris au dépourvu quand le recruteur va aller chercher. Si vous êtes au clair avec ça et si vous l'avez préparé, le recruteur va le prendre comme une donnée sur vous et passer à d'autres questions en fait qui sont plus basées sur le poste, sur vos compétences et pas sur votre parcours en lui-même. Ça, je trouve ça important de le rappeler et vous l'avez très bien fait. Cette mini-conférence porte sur le thème « J'argumente », et moi je regarde attentivement les chats. Dans l'argumentation, il y a un point fondamental qui est la sincérité. Ça fait aussi partie du savoir-être. On parlait de trous dans le CV, il faut dire pourquoi. Et effectivement, il n'y a aucune honte à avoir un trou dans son CV, pour quelque raison que ce soit. Donc la dimension j'argumente, c'est déjà la sincérité. Et puis il y avait une question qui était posée sur des exemples concrets. Oui, il est absolument, et ça fait partie de la préparation. C'est-à-dire que quand vous présentez un CV à quelqu'un, il ne vous connaît pas, c'est une sorte de carte d'identité, il veut connaître un peu davantage votre parcours et peut vous poser des questions sur un stage ou je ne sais, que vous avez pu réaliser même il y a quelques années, et peut aussi vous poser la question de vos réussites, de vos échecs, de vos joies, tristesses, tout ce que vous voulez. Mais tout ça, ça se prépare
et les réponses avec sincérité et avec des cas concrets. Il faut absolument que ça soit factuel, que vous n'inventiez pas une histoire, parce que de toute façon, on va très très vite le voir. Vous avez des champions du monde du recrutement qui nous racontent une belle histoire qui n'a jamais été vécue d'ailleurs, mais peu importe. Donc ça se voit et ça se sent tout de suite. Donc voilà, c'est vraiment être factuel, ne pas non plus hésiter à dire je ne sais pas, hein. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir, personne n'est parfait, mais que votre recruteur, la personne que vous avez en face de vous, sente qu'il a quelqu'un en face qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il dit, qui est déterminé. Voilà. Dans l'argument, c'est ce que je voulais aussi ajouter. Voilà. Merci. Une manière de voir aussi… Que la sincérité engendre la confiance et que le recruteur sent très bien si les informations sont sincères, vraies et de qualité. Et on le sent immédiatement. Donc, ça va instaurer un climat de confiance qui va permettre justement de présenter certaines péripéties qui ne sont pas très positives. Mais il faut créer ce climat de confiance. Je reviens sur la nécessité d'anticiper un peu les questions des employeurs qui pourraient… Une manière aussi de s'y préparer, c'est quand on a eu l'occasion d'avoir des entretiens ou juste des candidatures, de demander un retour à l'employeur qu'on a rencontré ou avec qui ça n'a pas abouti, mais aussi de demander un retour sur l'entretien ou sur la candidature, puisque ça peut permettre aussi d'anticiper pour la prochaine fois des choses à ajuster, à revoir ou des questions à mieux préparer pour un entretien futur. Alors ça serait l'idéal si l'ensemble des DRH et des directions donnaient le retour de l'entretien. Ça serait effectivement… c'est un vaste sujet. Alors moi, je suis à un vaste sujet, école où je forme les masters RH justement, et c'était le sujet de l'autre jour. Je leur disais, alors qui levez la main, qui c'est qui dit la vérité? Bon, sur 20, ils n'étaient pas nombreux. Mais en tout cas, là aussi, on doit avoir un allant quand on forme les futurs RH, parce que dire la vérité, ça coûte quoi? Alors effectivement, on va pas. Il y a des choses, c'est la manière dont le dire. Donc il faut aussi que les RH demain apprennent à dire les choses. Mais encore une fois, c'est pas le sujet puisque là on est de l'autre côté. Posez la question. De toute façon, au mieux vous avez une vraie réponse, au pire vous n'avez pas de réponse. Mais demander, rappeler, ça, voilà, c'est tout à fait votre droit. Et c'est un droit, voilà, de pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et bien sûr, dans cette optique de dire, la prochaine fois, j'ai envie de faire mieux, j'ai envie vraiment d'avoir le poste. Et puis, parfois, ne pas se faire de fausses idées en disant, oui, j'ai pas été pris parce que là, à un moment donné, j'ai dit ça et tout. Vous ne savez pas. Donc, partez du principe que vous ne savez pas ce qui se passe de l'autre côté. Donc, vous le demandez, on vous répond si c'est possible. Sur l'entretien et le cœur de l'entretien, du coup, on voit que quand même réussir un entretien d'embauche, c'est beaucoup de préparation, beaucoup d'entraînement. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui s'entraîner sans risque? Avec qui on peut faire, vous en avez parlé, des simulations d'entretien? Venons nous voir. Avec nous? Oui, je crois qu'il y a de nombreuses associations ou partenaires de l'emploi, enfin entités qui sont impliquées dans l'emploi, qui fournissent ce genre d'aide et qui sont… il y a du parrainage, il y a tout un réseau de personnes prêtes à être le sparring partner de la préparation d'un entretien. Là, il y a pléthore. Il ne faut pas hésiter à prendre son téléphone et à contacter les différentes associations, les missions locales, toutes sortes d'entités, quoi. Très bien. Nous sommes là. Moi, je donne toujours un conseil de dernière minute à nos demandeurs d'emploi, à nos filleuls, c'est de se filmer dans le miroir, habillé tel qu'on va être pour l'entretien. On fait ça 2-3 minutes, on dit son pitch par exemple, et là, en regardant le film, on voit tout de suite ce qui ne va pas.
Dans la tenue, par exemple, ça peut être une veste qui se tient mal, ça peut être des bijoux qui sont trop volumineux et qui font bling, bling, bling. Donc, voilà, je pense que se filmer, c'est très redoutable. Un très bon entraînement. Mais ça t'accompagne également, parce que tout seul, comme ça, quand on se revoit, déjà on n'ose pas. On ne va pas oser parce qu'on n'a pas envie. Parce que c'est vrai que ça fait bizarre aussi de se regarder, parler et de voir comment. Mais quand on est accompagné, c'est encore mieux parce que voilà, la personne aussi à côté, clairement, on n'est pas là non plus pour dire ah, il y a ça qui ne va pas. Et il y a aussi tout ce qui va. Parce que certaines personnes ont tendance à voir tout ce qui ne va pas, mais il y a aussi tous ces aspects positifs et tout ce qui est bien. Donc ça aussi, ce qui est bien, il faut s'appuyer dessus. Il y a effectivement tout ce que vous n'êtes pas, tout ce que vous ne savez pas. Ok, bon, mais ça, vous n'avez pas à l'apprendre en 2 mois, en 3 mois, le temps de trouver. Mais il y a tout ce que vous savez et tout ce que vous êtes sur lesquels là, vous pouvez vous appuyer. Et on va s'appuyer sur ça aussi. On va vous motiver avec tout ce que vous avez. On va vous aider à le trouver aussi. Parce que parfois, la personne, elle a du mal à se dire mais je ne sais pas, moi, ce qui est bien chez moi. On va vous aider. Puis il y a aussi un élément dans l'argumentation, on va dire, c'est ne pas hésiter à poser des questions parce que le recruteur, on a un peu l'impression qu'un entretien de recrutement, c'est un peu un monologue de la part du recruteur qui pose des questions et il faudrait que j'essaye de bien y répondre. Alors déjà, un recrutement, ce n'est pas un examen, il n'y a pas de bonne note ou de mauvaise note. Les questions, c'est juste pour essayer de connaître et de comprendre les motivations, les envies, etc., etc. Bon. Mais nous, on insiste aussi beaucoup sur, et on s'en rend très vite compte, beaucoup de candidats ne posent pas de questions, ne posent pas suffisamment de questions, de curiosité par rapport au poste, par rapport à l'équipe, par rapport à la manière de faire, au retour effectivement de l'entretien. Vous voyez, ça peut aussi montrer qu'en posant cette question, vous êtes déterminé à obtenir quelque chose et obtenir une réponse sur ce qui s'est bien passé ou pas bien passé. Voilà. Et ça, pour aller dans le sens de Pascal, ces questions, elles ne vont pas venir durant l'entretien, parce que dans l'entretien, on est toujours un peu tendu, concentré. Parfois, on peut avoir un interlocuteur qui, à dessein, est un peu agressif pour voir comment vous réagissez. Et quand arrive la fin de l'entretien, ou vers la fin, vous dites est-ce que je pourrais vous poser des questions ou avez-vous des questions à me poser? Là, il n'y a rien qui vient. Donc, ces questions, il faut les préparer avant. Il faut les avoir, il faut les écrire. 4, 5, 6 questions et avoir le papier avec soi durant l'entretien. Et puis, vous passez en vue ces questions parce que d'une part, ça montre que vous êtes arrivé préparé, que vous n'êtes pas venu parce qu'il faisait beau et puis que la porte était jolie, mais que vous avez des questions, qui c'est qui va s'occuper de moi? Si je suis recruté, je commence sur quel poste? Est-ce qu'il y a des formations internes? C'est quoi les horaires? Est-ce qu'on travaille le week-end? Enfin, ces choses-là sont peut-être indiquées dans l'offre d'emploi. Donc là, pas besoin de répéter. Mais il n'y a pas tout, hein, loin s'en faut. Donc, il faut creuser un petit peu ces points pour avoir une meilleure compréhension du fonctionnement de l'entreprise qui pourrait vous accueillir. Oui, et puis à travers ces questions, justement, on peut montrer également aux recruteurs qu'on a beaucoup travaillé sur les valeurs de l'entreprise, par exemple, et ce qui est aujourd'hui essentiel. Donc, ça permet de dire des choses qu'on n'a peut-être pas pu placer pendant la discussion. Et donc, c'est un plus. Nous aussi, on travaille beaucoup là-dessus, sur la façon de conclure un entretien également, de remercier toutes les personnes qui sont en face de vous. Et effectivement, d'avoir une phrase en disant que vous attendez un retour, si possible, positif, bien sûr, mais en tout cas un retour de l'entretien.
Moi, je voudrais rajouter autre chose. C'est alors attention quand même aux questions parce que quand on s'en écrit trop, parfois dans le stress, on peut être ah, mince, je vais poser celle-là parce qu'il faut que je pose une question, sauf que peut-être qu'elle a déjà été abordée dans l'entretien et du coup on se dit ben mince, enfin le recruteur se dit mais il a rien, enfin il a loupé. Donc attention quand même au type de questions, d'où encore l'intérêt de se préparer et Anne parlait de remerciements. Mais ça, et alors là je vous parlais de mon expérience de recruteur. Mais le nombre de candidats qui vous remercient après avec un petit mail, si vous avez le mail du recruteur. Franchement, merci de m'avoir accordé ce temps. Merci, en tout cas, j'ai bien compris que le poste nécessitait ça. Ça, c'est l'idéal. Parce que personne ne le fait. Donc là, si vraiment vous voulez vous démarquer, là, vous avez vraiment un atout. Je vous assure, personne ne le fait. Enfin, sur 100 candidats, il y en a peut-être un qui va le faire. Et c'est vraiment appréciable. Ah ouais, alors lui, il est vraiment motivé. Ouais, parce que des fois, quand on est recruteur, c'est ce qu'on cherche. Celui qui a vraiment envie de venir. Parce qu'on se dit toujours, le candidat, il veut absolument le poste. Mais je peux vous assurer que quand on est recruteur, le nombre de candidats qu'on voit et qui ne nous rappellent pas, qui ne répondent pas, qui ne viennent pas au rendez-vous, il y a aussi tout ça. Donc, dites-vous bien que vous êtes à égalité avec ce recruteur qui, lui aussi, vit des fois des choses qui ne sont pas top et qui est frustré parce qu'il y a parfois, on le plante en entretien et qu'il a besoin de quelqu'un de motivé et qui a envie de venir travailler. Donc, moi, un petit conseil comme ça que je donne, un petit mail de remerciement, ça passe toujours très bien. Vous avez entièrement raison. Ça, c'est fondamental de le faire. Et ne pas perdre de vue quelque chose aussi, c'est que ce n'est pas parce que vous n'avez pas obtenu un poste que vous ne l'obtiendrez pas potentiellement une deuxième fois. Parce qu'il y a des gens qui sont rappelés. Vous avez fait un très bon entretien. Encore une fois, l'exemple concret que je vous donnais, c'est je reçois 10 candidats, j'ai un poste. Donc, il y en a 9 qui forcément ne l'auront pas. Mais c'est difficile de faire un choix, hein, encore une fois, sur les 9 personnes qui ont toutes des compétences, des qualités, etc. Cette petite astuce que vient de nous donner Marie-Laure, elle est fondamentale parce que ça peut faire la différence, effectivement, éventuellement, par rapport au fait que le candidat en question que j'avais retenu, il s'est désisté pour une raison X ou Y, ça ne l'a pas fait. Écoutez, j'ai envie de vous recontacter parce que vous m'avez bien plu, etc. Donc, voilà, si vous le faites, vous avez peut-être aussi plus de chances d'être recontacté. Et je vous jure que ça marche. Hein. Je pense aussi. On va... Anne, peut-être rapidement, avant qu'on passe aux questions du chat, parce qu'on a des questions très pertinentes. Oui, je voulais juste dire qu'il ne faut pas oublier que la personne qu'on a en face de soi, le recruteur, lui aussi, il est angoissé. Parce que lui aussi, il doit trouver la bonne personne et que ce n'est pas facile non plus. Donc, on peut également travailler sur cette confiance qu'il faut donner à cette personne-là. Merci beaucoup. Du coup, je vais passer aux questions qui sont apparues dans le chat. Il y en a qui m'ont pas mal marqué. On a un monsieur qui passe des entretiens et récemment, en fait, il a passé plusieurs entretiens avec des recruteurs très agressifs qui lui ont expliqué que leur ton était nécessaire pour voir comment il se défend. Alors du coup, est-ce qu'il se demandait si c'était une tendance générale et peut-être pour compléter, comment réagir face à un recruteur comme ça qui nous pousse autant dans nos retranchements, quoi. Bien, ça peut dépendre du poste recherché, ou c'est des postes où il faut vraiment se battre, hein, quand on fait de la négociation contractuelle, tout ça, bon, faut se battre. Mais effectivement, donc il y a des recruteurs qui sont un petit peu agressifs, et je crois que la meilleure réponse à donner, c'est de garder son calme et de garder sa ligne directrice. Hein? C'est un petit peu, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire ça un jour, mais des discussions avec les syndicats, c'est tendu. Hein? C'est tendu. Et donc, durant ces discussions, si vous voulez garder un petit peu le contrôle de la situation et puis faire valoir votre point de vue, c'est de garder votre calme, de rester sur vos points forts, de rester sur ce que vous voulez dire,
de mettre en avant vos expériences, de mettre en avant pourquoi vous voulez travailler pour cette entreprise, quelles sont ces qualités que vous y voyez, ce qui vous permettra de progresser dans votre métier. Donc, mais alors surtout, pas rentrer dedans et pas être impressionné, hein. C'est pas facile à faire, hein. Ça c'est vrai, surtout quand on est un peu jeune. Mais il faut savoir que ça existe et bien se dire, il sera comme ça, quoi. Déjà d'intégrer que ça va pas être forcément une partie de plaisir. Et donc là, après, de garder le contrôle, de prendre de la distance, de répondre calmement aux questions qui peuvent être posées de façon un peu agressive, d'y répondre calmement, etc. Et dans le même style, on a une question d'une personne qui s'est retrouvée face à des recruteurs qui ont posé des questions très personnelles, du style portez-vous la jupe, enfin ce genre de questions, ce qui est vraiment très déstabilisant, quoi. Donc comment faire Alors, il y a un à ces moments-là? il y a un élément important. On parlait justement du libellé de l'annonce tout à l'heure et essayer de se mettre en correspondance avec l'annonce et mon envie et mon désir de postuler à cette annonce. Il faut que vous soyez extrêmement attaché aux valeurs que représente l'entreprise. Et en général, de plus en plus, les entreprises font état de leurs valeurs au sein de l'annonce qu'elles publient. Alors, à partir de ce moment-là, si vous avez effectivement des valeurs d'humanité, de respect, de je ne sais quoi, enfin, vous pouvez aller chercher et piocher ça aussi dans Internet, hein, sur Internet, parce que les entreprises les affichent, ces valeurs, et que vous avez en face de vous quelqu'un qui va essayer de vous attirer dans une sorte de démarche perverse, narcissique, parce que je les appelle comme ça, moi, ces gens-là, pour essayer d'aller loin dans une approche personnelle, alors moi, je vous donne un conseil, mais qui n'est que le mien, hein. Vous levez et vous partez. Parce que c'est inacceptable. Aujourd'hui, nous sommes protégés les uns et les autres par des lois françaises, heureusement, qui protègent de la discrimination, quelle qu'elle soit. Discrimination d'âge, de handicap, de sexe, d'âge, enfin de tout ce que vous voulez, de religion, d'appartenance syndicale ou d'obédience de quelque nature que ce soit. Quelqu'un qui cherche dans un recrutement à faire ça, c'est pas pour vous déstabiliser, hein. Alors, encore une fois, ça n'est que mon point de vue, parce que je suis un peu comme ça. Moi, je me lève et je m'en vais, hein, parce que je ne travaillerai pas dans une entreprise qui affiche ce type de démarche. Vous comprenez? Vous Voilà. également exprimer votre surprise justement par rapport aux valeurs de l'entreprise, et aujourd'hui toutes les entreprises affichent des valeurs de respect. Vous pouvez exprimer votre surprise par rapport à la question en disant « je trouve que ce n'est pas en adéquation avec vos valeurs ». Après, effectivement, vous pouvez partir, mais bon. Après, c'est toujours pareil, travailler pour quelqu'un qui va vous poser des questions très intrusives et déplacées. Peut-être qu'on peut se dire que le climat dans cette boîte n'est pas intéressant. Oui, parce qu'il faut bien garder en tête, et ça a déjà été un petit peu dit tout à l'heure, un entretien de recrutement, c'est à la fois pour le recruteur d'identifier des bons candidats pour les postes qu'il recherche, mais pour vous aussi, pour le chercheur d'emploi, de trouver l'entreprise où il s'y trouvera bien, qui correspondra à ses propres valeurs et où il pense qu'il sera capable de donner le meilleur de lui-même. Donc, s'il commence à sentir que dans l'entreprise d'en face, il y a des choses qui ne lui plaisent pas, bon, effectivement, ça peut aller jusqu'à se lever et puis au revoir, mais après, moi, je recommanderais de ne pas aller dans une boîte où on ne sera pas bien, hein. Ça, alors là… Alors, moi, je vais vous partager aussi un conseil qu'on m'avait donné après un entretien où justement j'avais eu un recruteur qui était assez agressif et qui s'accrochait vraiment à des défauts enfin, ce qu'il estimait être des défauts dans mon parcours professionnel. On m'avait conseillé par la suite d'en fait recentrer un peu l'entretien
de s'arrêter, de dire, écoutez, si vous m'avez convoqué pour cet entretien, c'est qu'il y avait quelque chose dans mon profil, dans ma candidature qui vous plaisait. Est-ce que on peut revenir là-dessus au lieu de regarder uniquement ce qui est négatif, par exemple? Essayer de recentrer un petit peu, puisque effectivement, si ils vous ont contacté, bah, c'est qu'il y a quelque chose qui leur plaisait à la base, quoi. Oui, exactement. C'est une question aussi de posture, c'est d'avoir, si vous êtes là en infériorité en disant s'il vous plaît, donnez-moi le boulot, s'il vous plaît, le recruteur, certains en tout cas, peuvent vite sentir qu'ils vont prendre un peu d'ascendance et faire n'importe quoi. Par contre, si vous recadrez les choses, je suis tout à fait d'accord. Ayez ce cran, parce que parfois c'est pas évident de le faire, de pouvoir lui dire bah, non, alors attendez, là on va effectivement revenir peut-être à ce qui vous a amené à me rencontrer. Euh, et c'est vrai que c'est pas simple, mais vous avez des droits et le recruteur n'a pas tous les droits lui non plus. Hein. C'est vraiment un échange. Hein. Mais d'un autre côté, ce genre de questions, là, effectivement, avez-vous eu des échecs? Pourquoi vous vous êtes réorienté? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut être aussi capable de dire, effectivement, il s'est passé ça. Et puis, ça m'a permis de réaliser que je n'étais pas fait pour ce type de poste ou pour ce type de clientèle, ou etc. Mais, et donc là, vous avez une meilleure connaissance de votre valeur et de là réellement où vous pouvez apporter à une entreprise. Mais c'est vrai que s'il insiste trop, là, on peut recentrer. On va prendre peut-être une dernière question. Là, une personne qui nous demande qu'elle a bientôt, enfin, elle dit qu'elle a bientôt un entretien avec 4 personnes, mais aucun RH, plutôt le DG, le chef, le responsable, mais vraiment aucun RH. Est-ce que c'est normal? Bah, peut-être pas. Oui. Ils n'ont pas de RH? Ils n'ont pas de RH? Je sais pas. Enfin, ça dépend. Chaque cas est tellement spécifique, là, c'est un petit peu. C'est normal, ils ont le droit. Ils ont le droit d'exclure le RH quand même. Bien sûr. Bien sûr, bah, ça veut peut-être dire tout simplement que l'entretien sera très technique Oui. Et que ce sera vraiment sur les compétences et les expériences. Moi, je ne trouve pas ça inquiétant. Des fois, le RH arrive en deuxième entretien. Donc, si c'est un job très technique, il n'y a pas de souci. Ou après, le RH peut recontacter les personnes qui ont conduit l'entretien et puis de discuter, alors qu'est-ce que vous avez ressenti, et puis donc recadrer, mais c'est du travail interne à l'entreprise pour identifier si la personne est intéressante pour l'entreprise et s'il faut éventuellement faire un deuxième entretien pour valider certaines choses. Et auquel cas, c'est le RH, là, à ce moment-là, qui peut monter en première ligne. Et Clara, on arrive à Pascal, peut-être un dernier mot et après juste, on va juste conclure. parce que quelqu'un disait un entretien avec 4 personnes, ça fait beaucoup. Ça risque d'être déstabilisant, stressant, etc. Alors, juste un point. Nous, chez ACT, on met aussi, et dans notre fonctionnement, c'est pas pour tirer la couverture à nous, pas du tout, le sujet n'est pas là, mais c'est dans ce type d'entraînement aux simulations d'entretien, nous sommes très souvent 2. Et volontairement, parce que ça donne la possibilité aussi aux candidats de s'entraîner à avoir 2 personnes au moins en face d'elles. Bon, 2, ce n'est pas 4, bien sûr, mais c'est déjà un peu plus déstabilisant que d'en avoir qu'une seule. Voilà, donc c'est aussi un bon entraînement.